d'être venue pour cette conférence ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Corinne Rebaud, qui est historienne, qui vit depuis plus de 40 ans en Polynésie française, et qui s'inscrit dans une trilogie historienne sur l'aventure des voyages circumglobales, qui a commencé avec Wallis il y a 3 ans, Bougainville l'année dernière et Cook cette année. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de l'arrivée de Cook en Polynésie et notamment, je ne sais pas à quel point elle va en parler, mais notamment de sa rencontre avec Tupaya. Voilà, une rencontre improbable mais qui a été très utile à tous les deux. Juste une petite chose, si vous pouvez mettre vos portables sur le vibreur ou les éteindre, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon moment. Et avant d'oublier, à la fin de la séance, il y aura une dédicace. Il y a une possible dédicace des livres. Elle a ramené ses différents ouvrages. Donc n'hésitez pas à la fin de venir rencontrer Corinne. Merci à tous et bonne conférence. Corinne. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être venus et merci au CRIOB, à Cécile et à toutes les personnalités qui ont bien voulu m'accueillir. Donc, nous voilà ce soir, jeudi 30 mai, à Moorea. Donc, et nous allons parler de l'expédition de James Cook à la découverte du Pacifique. Alors, comme vous disait Cécile, ça fait des années que je travaille sur la Polynésie, que j'écris des ouvrages en ma qualité d'historienne et depuis 3 ans j'ai travaillé sur cette trilogie qui a fait que Samuel Wallis arrive le premier à Tahiti, donc on peut considérer que du point de vue des Européens, il découvre Tahiti en 1767. Ensuite, l'année suivante, Louis-Antoine de Bougainville pense lui aussi découvrir Tahiti et il arrive en avril 1768 et en avril 1769, eh bien, c'est James Cook. Lui, il sait très bien qu'il ne découvre pas puisque il sait que Samuel Wallis est passé avant lui, bien évidemment, mais sur 3 années, eh bien, 3 explorateurs européens sont arrivés à Tahiti. Donc Wallis, Bougainville et Cook. Alors dans le préambule, je vais en reparler parce que ils ont une importance et le fait que voilà, les uns les autres ont été utiles, voilà, ils ont été utiles les uns aux autres et particulièrement à Cook. Donc voilà, cette expédition de James Cook à travers le Pacifique. Alors, on va revenir un peu en arrière. Donc, bon, 1769, c'est dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et donc, au XVIIIe siècle, ont lieu les premiers voyages scientifiques. Alors, le voyage de Samuel Wallis n'est pas un voyage scientifique, c'est un voyage d'exploration autour du monde. En revanche, celui de Bougainville et de Cook sont des voyages scientifiques. Donc, les progrès des instruments de navigation et la construction navale vont permettre d'aller plus loin. Et ce sont donc les Britanniques qui ont de l'avance par rapport à cela. Alors, ils vont construire des 3-mâts qui sont plus adaptés que les caracs, disons, de Magellan. Ces bateaux sont plus adaptés. Alors ça, c'est la reproduction, enfin, voilà, une des peintures de l'Endeavour, le bateau qui va transporter Cook dans un des ports d'Angleterre avant le départ. Alors, ensuite, ces grands voyages d'exploration, ils sont possibles grâce à divers progrès. Alors, je les ai vaguement énumérés, donc la construction navale de frégates, qu'on appelle les 3-mâts, mais aussi l'amélioration des instruments de navigation et l'intérêt porté à la santé des équipages. Parce que tout ça va permettre d'aller plus loin et de faire des circumnavigations de plus en plus fréquentes, enfin, qui seront, disons, un peu plus faciles. Alors, les grands voyages de découverte avec les instruments de navigation. Alors, au départ, on avait l'astrolabe, puis l'octant. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, on va utiliser le sextant, le compas, donc le compas, le sextant et là le chronomètre.
Alors, le chronomètre va apporter quelque chose d'essentiel dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, parce qu'il va permettre de calculer la longitude. Bon, ça, on en reparlera un peu plus loin, mais grâce à tous ces éléments, eh bien, on va pouvoir aller plus loin. Et enfin, l'intérêt porté à la santé des équipages, parce que le scorbut était une maladie terrible qui atteignait donc les équipages après environ 3 à 4 semaines de mer. C'est-à-dire que après avoir quitté un port, si on ne relâchait pas à nouveau pour faire des vivres, eh bien à ce moment-là, l'équipage, enfin tout le monde à bord, commençait à avoir les gencives qui saignent, les dents qui bougent, puis les dents qui tombent, et puis de terribles douleurs, un épuisement total, et ça allait jusqu'à la mort. Parce que c'était dû à une carence en vitamine C, mais pendant longtemps on ne l'a pas su. Donc, par exemple, les équipages de Magellan, en plus des mutineries, etc., bon, il en est resté sur 5 bateaux qui sont partis, il en revient 18 environ. Donc, et entre autres aussi, ils sont gravement atteints par le scorbut. Alors, concernant le premier qui arrive à Tahiti, c'est-à-dire Samuel Wallis, eh bien, quand Samuel Wallis arrive, eh bien, son équipage est très affaibli, et lui aussi d'ailleurs. Donc, il y a 1/5 de l'équipage qui est à bout de force. Wallis est malade, le second est malade aussi. Donc, ce ne sont pas du tout... donc, le premier navire qui arrive en 1767, en juin 67, à Tahiti, ce n'est pas un bateau avec des hommes forts, vigoureux et belliqueux. Tout ce qu'ils veulent, c'est trouver un mouillage, pouvoir faire de l'eau, quelques vivres frais et se reposer. C'est tout ce qu'ils demandent, parce qu'ils sont à bout de force. Et parce que aussi, le scorbut a fait déjà pas mal de dégâts sur le bateau. Alors, il y a quand même un Anglais là, qui a écrit un ouvrage, un traité sur le scorbut dans les années 1840. Et là, cet homme-là, de façon empirique, a observé que si on embarquait davantage de vivres frais à bord du bateau, et particulièrement des agrumes, des citrons, des oranges ou des baies, eh bien, on allait prolonger la santé de l'équipage plus longtemps. Alors après, on découvre qu'en emmenant du chou sous forme de choucroute, eh bien, ça va aussi permettre de tenir plus longtemps. Alors donc, c'était une maladie terrible. Au début, on ne comprenait pas d'où ça venait. Et donc, c'est parce que le corps ne fabrique pas de vitamine C et qu'il faut absolument manger des fruits, des légumes pour la fabriquer. Alors, une petite anecdote. Lors du passage de Bougainville, après avoir quitté Tahiti, il continue sa route vers le milieu et l'ouest du Pacifique. Et eux aussi, ils arrivent à bout de force, disons, en Indonésie. Et le prince de Nassau, qui est à bord, en qualité à la fois d'invité et de scientifique, eh bien, il paye l'équipage pour tuer des rats et les leur faire cuire. Donc le prince de Nassau, qui est quand même un aristocrate qui aime la bonne chair, eh bien, dit adorer manger du rat, que c'est très bon. Et ce qu'il ne savait pas, mais qu'on a su bien plus tard, c'est que finalement, en mangeant du rat, eh bien, on ingère de la vitamine C. Donc, c'était excellent pour cela. Et donc, vous savez ce qu'il nous reste à faire si un jour on était en état de siège. Eh bien, si on n'avait plus de fruits, il faudrait manger des rats. Bon, en tous les cas, ils mangeaient peut-être des rats, mais ils arrivent très affaiblis. Mais à partir des années 1840-50, eh bien, on sait qu'en emmenant davantage de vivres frais, on pourra prolonger plus longtemps la santé de l'équipage. Alors, l'expédition de Wallis et Carteret entre 1766 et 68. Donc, à gauche, on a Samuel Wallis, capitaine du Dolphin, qui arrive le 19 juin 1767 à Tahiti. Et à droite, Philippe Carteret, le capitaine du Swallow, qui est le deuxième bateau de l'expédition.
Alors, ils vont naviguer ensemble jusqu'au détroit de Magellan, puis à la sortie du détroit, ils seront séparés par une tempête et ils ne se retrouveront qu'en 1768 en Angleterre. Chacun va suivre une route parallèle, ils ne se retrouveront pas, et comme il n'y avait pas de moyens de communication comme il y en a actuellement, eh bien, ils ne se retrouvent qu'au retour en Angleterre. Alors, le périple de Wallis et Carteret, donc Wallis va découvrir Tahiti, Carteret découvrira Pitcairn, et ils découvriront beaucoup d'autres îles du Pacifique. Alors, Pitcairn, du nom de Robert Pitcairn, qui était la vigie, qui est le premier, un jeune mousse à avoir aperçu l'île de Pitcairn. Alors, oui, quand même un dernier mot sur Wallis. Il va nommer l'île qu'il découvre donc en juin 1767, qui est l'île de Tahiti, il va la nommer l'île du roi George III, parce que c'est le nom du roi qui est régnant en Angleterre à ce moment-là. Alors elle va garder ce nom, disons, jusqu'au passage de Cook, et après elle deviendra Tahiti. Alors, Louis-Antoine de Bougainville, l'explorateur, donc, son voyage a lieu entre 1766 et 1769, donc un très long voyage. Mais là, il y a d'autres raisons au voyage. Alors, au départ, il faut rendre les îles Malouines aux Espagnols. Donc, après des revers au Canada durant la guerre de 7 ans, Louis-Antoine de Bougainville va installer une colonie de Canadiens, enfin des Acadiens, aux îles Malouines. Il va les y transporter, il va installer cette position parce qu'il considère que d'un point de vue géostratégique, et il n'avait pas du tout tort, les îles Malouines étaient un point extrêmement intéressant. Sauf que les Espagnols qui dominaient l'Amérique du Sud, à partir du moment où ils voient s'installer les Français aux îles Malouines, qui sont à 1200 km à l'est, mais malgré tout voient ça d'un très mauvais œil, et font tout pour récupérer les îles Malouines. Donc, comme ils vont exhumer un vieux traité d'Utrecht qui disait que, en fait, la couronne, les Français ne pourraient pas installer de colonies à une certaine distance des colonies espagnoles, etc. Et donc, il faut rendre les Malouines. Alors, une expédition est montée avec l'accord du roi Louis XV, le ministre Choiseul. Et donc, l'idée, c'est de faire le premier voyage autour du monde officiel du côté des Français, d'en faire aussi un voyage scientifique, mais il a pour objectif d'aller rendre officiellement les îles Malouines, donc aux Espagnols. Donc, on va armer la Boudeuse, l'Étoile rejoindra l'expédition à Rio de Janeiro, et après, ils vont passer le détroit de Magellan, ils arrivent à Tahiti en 1768, et c'est donc le premier voyage scientifique français autour du monde. Et on arrive à James Cook, donc le premier voyage autour du monde, 1768-1771. Là aussi, c'est un long périple autour du monde. Alors, James Cook est issu d'une famille modeste de fermiers, donc rien ne prédisposait James Cook à devenir le grand navigateur que l'on connaît. Donc, il est issu d'une famille de fermiers, mais des gens très modestes, des valets de ferme. Il est apprenti ensuite, alors il va aller quelques années à l'école primaire, puis après son père va le placer chez un mercier, dans un petit village en bord de mer, et là, il va travailler pour un patron à la mercerie. Mais il observe sans arrêt les bateaux, dès qu'il a un instant, il va sur les quais, il va observer les navires. Et finalement, son patron a l'extraordinaire intuition de considérer que finalement, James Cook n'est pas fait pour la mercerie, mais qu'il est davantage fait pour aller sur un bateau. Et donc, il s'arrange avec un capitaine, enfin un armateur d'un de ces charbonniers qui navigue à Whitby, justement, et on va embarquer, il fait embarquer James Cook, à l'âge de 19 ans, donc sur un de ces charbonniers qui navigue le long des côtes anglaises. Et donc c'est le début de la grande aventure maritime de sa vie. Ensuite, il ne quittera plus jamais les bateaux. Donc dans un premier temps, il gravit tous les échelons, il apprend l'arithmétique, l'astronomie, la trigonométrie, et il devient capitaine, rapidement, capitaine dans la marine marchande. Mais il observe qu'en restant dans la marine marchande,
il n'aura pas la carrière à laquelle il pourrait prétendre s'il était dans la Royal Navy. Donc, il va ensuite quitter la marine marchande pour aller dans la Royal Navy, mais il doit tout recommencer à zéro, gravir tous les échelons, mais il le fait rapidement car il est très doué, et c'est comme ça qu'en 1768, on va lui confier le fameux Endeavour. Donc, c'est lui qui le choisit. C'est un bateau charbonnier parce qu'il a beaucoup navigué sur ces bateaux-là et il a confiance dans la robustesse du navire. Ce sont de robustes 3 mâts et il se dit qu'avec ce bateau-là, on pourra faire le tour du monde. Donc, on prend ce bateau, on va le réarmer, le transformer, etc. parce qu'on va faire monter beaucoup de monde à bord. Il faut le transformer par rapport au fait qu'avant il transportait des cargaisons de charbon, là maintenant il faut transporter des hommes, il faut transporter tout le matériel des scientifiques. Donc on modifie le bateau, on en change le nom, on l'appelle l'Endeavour et il va commencer donc sa nouvelle vie. Donc l'Endeavour c'est un robuste 3 mâts, donc, mais très petit, somme toute c'est un bateau tout petit, 32 mètres c'est très très peu. Hein. Il embarque quand même 94 personnes à bord, c'est énorme. Alors là-dedans, il y a des soldats, il y a une dizaine de soldats, il y a les marins, il y a une dizaine de scientifiques avec tout leur matériel, ainsi que des vivres pour 18 mois de mer, de l'eau, des voiles, du bois. Enfin, c'est énorme tout ce qu'il faut mettre à bord de ce bateau et avec autant de gens. Mais finalement, tout va se faire et le 26 août 1768, ils quitteront les côtes anglaises. Voilà, donc l'Endeavour sous voile, une reproduction. Alors là, c'est majestueux et ça paraît très grand, mais en définitive, c'est pas grand du tout. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir visiter la réplique de l'Endeavour qui était amarrée au quai de Sydney, au quai du musée de la Marine. Et donc voilà, ça a été reproduit à l'échelle. Et donc voilà comment était ce genre de bateau. Donc un bateau très ventru, hein, en bois, et donc avec beaucoup de cordages. Alors une énorme barre à roues, des cordages en grand nombre, avec des hunes. Alors l'intérieur, bon là c'est très propre et très accueillant pour les touristes, hein, j'imagine, mais c'était peut-être pas tout à fait comme ça dans la réalité. Mais enfin bon, ça ressemblait à peu près à ça. Donc voilà là où ils mangeaient, donc sur des coffres avec les tables qui étaient suspendues, puisqu'il faut toujours tenir compte du fait qu'il y avait du roulis. Enfin, il y a forcément du roulis sur un bateau, du tangage, du roulis, etc. Donc la vie n'est pas commode, hein, à bord d'un bateau. Ensuite, bon, la cuisine, alors là c'est très joliment installé, mais bon, j'imagine que c'était pas quand même tout à fait comme ça, mais en fait c'est une idée. Vous voyez les fameux trous là, ben, c'est pour empêcher que tout tombe à chaque coup de roulis, etc. Hein. Bon, ça c'est intéressant, les réserves dans des tonneaux. Alors ils ont reproduit ça sur le bateau pour bien montrer que, en fait, comme il n'y avait pas de réfrigérateur, encore moins de congélateur et autres, soit on emportait la nourriture sur pied, c'est-à-dire qu'on emmenait des cochons, des chèvres, des poules, etc., enfin des animaux vivants qu'on allait tuer au fur et à mesure pour les manger, et puis on emmenait aussi des salaisons, bien évidemment, hein, salaisons de porc, de bœuf, etc., qu'on conservait dans des tonneaux, mais vous imaginez bien qu'au nombre de jours de mer, tout ça, ça allait se pourrir, ça allait s'abîmer, etc., d'autant que quand il fait extrêmement mauvais temps et que le bateau est recouvert par des lames d'eau, eh bien, tout est inondé. Donc l'eau de mer se mélange à la nourriture, etc. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner. Hein. Donc c'était pas du tout une partie de plaisir, ce genre de navigation. Hein. Alors après, vous avez les pommes de terre, vous avez une espèce de choucroute pour se protéger du scorbut, etc. Donc c'était pas la gastronomie. Hein. Alors après, les hamacs. Alors ça m'a paru extrêmement intéressant à signaler. C'est que en allant dans ce bateau donc, pour faire la visite du touriste lambda donc, qui visite l'Endeavour, ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans le quartier des matelots, donc ils dormaient sur des hamacs. Bon, ça c'est classique, hein,
qui dorment sur des hamacs, sur le bateau de Wallis, partout, on dort sur des hamacs qui sont accrochés avec des clous de part et d'autre. Bon. Mais pour atteindre ces hamacs, eh bien, il faut être totalement courbé. Et donc, le touriste qui visite, eh bien, il doit ramper pour s'approcher des hamacs. Donc, on imagine que ces matelots, après avoir fait des heures dans la mâture, à lever les voiles, etc., ben, ils rentraient et ils devaient encore ramper avec le roulis et le tangage pour atteindre leur hamac, pour finir par dormir. Donc, c'était pas une vie vraiment pas facile. Donc, voilà pour les matelots. Alors, du côté du capitaine, c'est quand même mieux, mais bon, en même temps, on ne peut pas comparer. Le capitaine a des responsabilités que n'ont pas les matelots. Mais bon, quand même, ils sont tous liés. Et donc, voilà, alors ça, c'est la reproduction donc, de la cabine du capitaine avec le poêle à bois et puis donc les livres et autres. Après ça, c'est probablement une cabine d'officier ou de scientifique. Alors, le lit, c'est une espèce de hamac, mais un peu amélioré, et tout est tenu, il faut tout retenir à cause du roulis, etc. Voilà, c'était ce genre de lit pour les officiers ou les invités qui étaient scientifiques. Et puis là, on suppose que c'est la cabine de Joseph Banks avec toute l'herborisation, hein, puisque c'était le botaniste de l'expédition, avec les herbiers, etc. Parce qu'au cours des navigations, eh bien, ils devaient classer, etc., tout ce qu'ils avaient trouvé lors de leur séjour à terre. Voilà, et donc on arrive à Joseph Banks, le scientifique explorateur. Alors, Joseph Banks, là, on le voit dans... c'est une peinture qui a été faite après le voyage. Après, donc, lui, il ne fera qu'un seul voyage. Donc, après le voyage de 1768-71. Et donc, vous voyez, il est peint en majesté. Alors, on considère qu'il est enveloppé d'une cape de tapa. Là, on voit derrière des objets océaniens qui ont été recueillis tout au long du voyage. Et là, on voit qu'il est encore très jeune. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a que 23 ans quand il part à bord de l'expédition, enfin à bord de l'Endeavour. Donc, c'est un jeune homme... Alors oui, alors auparavant, donc c'est un jeune homme issu de la haute aristocratie anglaise, très aisé, voilà, il vit dans un manoir, il est extrêmement bien élevé, etc. Il va aller au collège de Eton, puis il fera ses études à Oxford. Mais dès son plus jeune âge, il est passionné par la botanique. Donc, il recueille toutes les plantes qu'il peut trouver dans le parc, il fabrique des herbiers, il observe les animaux, les insectes, etc. Tout le passionne en matière de faune et de flore. Donc, il ira forcément à Oxford faire des études. Donc voilà, Joseph Banks étudie à Oxford, dans une des 32 universités d'Oxford. Donc, vous voyez, ce jeune homme bien né est à la fois intelligent et curieux. Donc, la Royal Society, alors bon, encore un petit mot quand même sur Joseph Banks, donc il va quand même pousser la quête scientifique et sa volonté de savoir et sa connaissance en faisant venir d'une autre université, sur ses fonds propres, un tuteur, enfin un botaniste, parce qu'il considère qu'à Oxford, il n'y a personne qui a un niveau suffisant pour lui apprendre encore des choses. Donc, il fait venir sur ses fonds propres un autre botaniste de renom, et il en fait profiter tout le monde, mais c'est lui qui le paye et qui le fait venir pour donner des cours à Oxford. Bon, il est donc passionné par la botanique. Et à l'âge de 18 ans, donc, il va perdre son père et donc il est l'héritier. Et il devient immensément riche, il hérite de tous les domaines, etc., d'une fortune colossale. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre ses études parce qu'il met à profit son argent pour faire avancer sa connaissance en matière de botanique et de recherche. Donc c'est pour ça que dès qu'il a vent de l'expédition, eh bien, il veut absolument en être.
Entre-temps, il a quand même été reçu à la Royal Society à 23 ans, alors qu'il n'a pourtant rien publié. Alors, la Royal Society, c'est l'Académie des sciences. Donc, vous voyez, donc le nom exact est mentionné là. Donc, c'est une institution fondée en 1760 et elle est destinée à la promotion des sciences. Et donc, cette société savante est l'équivalent donc de l'Académie des sciences en France. Et c'est elle qui va lancer l'expédition pour l'observation du passage de Vénus. Et Joseph Banks veut absolument en faire partie. Donc, comme il est déjà membre de la Royal Society, ça ne pose donc aucun problème. Donc, voilà maintenant à quoi ressemblent les bâtiments de la Royal Society à Londres. Donc, quand même quelque chose de très impressionnant. Donc, c'est l'Académie des sciences. Et donc, il s'agit d'une expédition scientifique dans le Pacifique. La première partie de la mission est fixée par la Royal Society. Et là, il faut observer le passage de Vénus le 3 juin 1769. Il faudra l'observer absolument. Et la deuxième partie est une mission secrète qui est la recherche de la Terra Australis Incognita. Alors, ça fait déjà un certain temps que les savants disent que enfin, ça vient de Ptolémée au IIe siècle, ça a été poursuivi au XVe. Donc, l'idée, c'est que comme on a observé qu'il y avait une masse importante de continents dans l'hémisphère nord, eh bien, les savants de ce temps considèrent que pour que la Terre tienne un équilibre et ne bascule pas, il faut qu'il y ait autant de continents pour faire contrepoids dans l'hémisphère sud. Et donc, on se dit que comme on ne les a pas encore découverts, eh bien, il faut partir à leur recherche. Et bien entendu, on imagine que cette Terra Australis Incognita est forcément remplie de richesses et évidemment, le premier pays qui la découvrira, eh bien, ça sera pour lui. Mais ça fait très longtemps qu'on cherche. Par exemple, Jacob Roggeveen en 1722, qui découvre l'île de Pâques, qui va découvrir Bora Bora, qui passera au Tuamotu, Makatea, etc. Eh bien, Jacob Roggeveen cherche lui aussi la Terra Australis Incognita, mais pour le compte des Hollandais. Et il n'est pas le seul. Donc, la Royal Society est persuadée qu'il y a un continent austral et donc il faudrait le trouver. Donc, première partie de la mission, c'est le passage de Vénus, et la deuxième partie, c'est la Terra Australis Incognita. Donc, les scientifiques à bord de l'Endeavour, l'astronome Charles Green pour justement superviser le passage de Vénus, les botanistes, alors donc Joseph Banks là, Daniel Solander qui est un éminent botaniste qui est un disciple de Carl von Linné, et Hermann Sporing qui est lui aussi un botaniste de renom. Ensuite, il faut amener des illustrateurs parce que comme on n'a pas d'appareil photo, il faut dessiner. Donc, il faut que ce soit des gens qui dessinent très bien. Donc, on va avoir Sidney Parkinson qui fera une grande partie du voyage et qui va tout dessiner. Et Alexander Buchan qui, lui, malheureusement, va décéder à Tahiti après quelques jours. Bon, mais il va rester quand même Sidney Parkinson pour faire de magnifiques dessins. Alors, non seulement les dessins de paysages, mais les dessins de tout. Les dessins de personnages, de scènes, on va dessiner les fleurs, les plantes, les oiseaux, les coquillages, les poissons, enfin tout ce qu'on va trouver. Hein. Alors, des hommes des Lumières, ce sont des hommes parmi les plus instruits de leur temps qui arrivent à Tahiti. Et ça, je tiens absolument à insister sur ce point, c'est-à-dire que, évidemment qu'après, il y en aura bien d'autres qui seront de moins bonne éducation et ayant un comportement beaucoup moins policé, on va dire. Donc, bon, quelque part, peut-être qu'ils vont ouvrir la voie à tous les autres, mais en tous les cas, eux, ils vont quand même se comporter bien, globalement bien, même s'il y aura quelques morts de temps en temps, malheureusement, mais ils se comportent bien, ils n'ont pas l'intention d'évangéliser. À aucun moment, ces trois navigateurs ne veulent évangéliser qui que ce soit. Wallis, absolument pas. Bougainville, qui va amener avec lui à Autourou, à aucun moment il ne pensera à l'évangéliser ni quoi que ce soit, ni à lui imposer quoi que ce soit. Et
et Cook non plus. Il s'intéresse aux cultures locales et il n'impose pas la leur. Donc, voilà, ce sont parmi les plus instruits de leur temps qui arrivent à Tahiti. Donc, ce sont des savants, mais aussi des hommes tolérants en quête de connaissances. Et donc, ces hommes représentent le meilleur de l'intelligence, la connaissance et la tolérance, on peut le dire, au XVIIIe siècle dans le monde anglo-saxon. Mais pour l'expédition de Bougainville, on pouvait dire la même chose. Donc, ce sont des hommes tolérants qui sont imprégnés du siècle des Lumières et qui vont à la découverte. Donc James Cook, capitaine de l'Endeavour, donc arrive à Tahiti en avril 1769. Donc l'Endeavour et la longitude. Alors l'Endeavour, puis le calcul de la longitude au cours des autres voyages de James Cook, en fait des deux autres. Alors ça c'est un problème parce que avec le sextant, on va calculer, disons, assez facilement, enfin peut-être pas si facilement que ça, mais quand même, on arrive à calculer la latitude en faisant la mesure du soleil à midi, qu'on appelle aussi la méridienne. Mais quant à la longitude, il faut avoir un chronomètre et il faut avoir l'heure exacte. Et là, ça pose problème, parce que des montres, ça fait longtemps qu'on en embarque à bord de ces bateaux, mais seulement elles se dérèglent avec le roulis, avec l'humidité, et au final, on n'a jamais l'heure exacte. Donc, si on n'a pas l'heure exacte, on ne peut pas calculer la longitude, et donc, on ne va pas pouvoir croiser longitude et latitude pour faire un point exact sur la carte, pour savoir où on est exactement au milieu du Pacifique, ou de n'importe où d'ailleurs. Et puis, c'est important aussi d'avoir la longitude quand on va vouloir faire des cartes. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, mais ça ne va pas tarder, James Cook est un grand cartographe. Et donc, pour cartographier, il a aussi besoin de faire des relevés astronomiques et donc de calculer longitude et latitude. Alors, il y a un certain John Harrison, qui vit entre 1693 et 1776, eh bien, qui est un artisan ébéniste de son état et horloger de génie, disons autodidacte, un Anglais du XVIIIe siècle. Alors il est l'inventeur du chronomètre de marine qui a marqué l'histoire de la navigation, donc en permettant d'améliorer le calcul de la longitude, comme je viens de vous le dire, et l'établissement de cartes beaucoup plus précises. Donc à partir de 1730 et jusqu'à la fin de sa vie, Harrison se consacre à la création de chronomètres de marine. Il va en créer un grand nombre afin de déterminer la longitude avec la plus grande précision. Alors il a dû travailler dur pour améliorer constamment la précision de son chronomètre avant d'être finalement récompensé par le roi d'Angleterre, George III. Parce qu'en plus, il y avait eu un prix qui avait été lancé pour celui qui ferait, avec une récompense très importante, celui qui ferait le premier chronomètre de précision. Et il est obligé d'en faire beaucoup, parce qu'à chaque fois, on lui dit « Ah non, mais c'est un coup de chance », « Ah non, mais oh non », et à chaque fois, il doit améliorer constamment la précision en secondes de son chronomètre jusqu'à arriver à l'exactitude, et c'est là qu'il sera enfin récompensé pour le travail d'une vie. Donc, c'est Harrison. Alors, le premier voyage de James Cook dans le Pacifique, donc, il va partir, oui, bon, là, c'est pas très net, mais bon, il va partir le 26 août 1768 des côtes anglaises. Il relâche une première fois donc à Madère pour refaire des vivres déjà, de l'eau, etc. Et ensuite, il part direct sur Rio de Janeiro. Là, ils sont très mal accueillis par les Espagnols qui les soupçonnent de vouloir venir les espionner. Et donc, le bateau est investi par enfin, ils envoient des gardes espagnols à bord du bateau pour surveiller les gens, pour savoir ce qu'ils font. Chaque fois qu'ils veulent descendre à terre, ils sont escortés par les Espagnols. Ça met très en colère Cook, qui n'apprécie pas du tout. Il essaye, alors quand on lui demande évidemment quel est l'objet de sa mission, donc les Espagnols suspicieux demandent à Cook pourquoi ils sont là et vers où ils vont, et là Cook répond que c'est pour aller mesurer le passage de Vénus
le 3 juin 1769 à Tahiti. Alors là, les Espagnols ne les croient pas du tout, se disent non mais c'est quoi ces histoires, en fait ils sont juste là pour nous espionner, essayer de voir si on a découvert des mines d'or, de diamants, de pierres précieuses, etc. Eux c'est leur esprit et ils pensent que c'est ça qu'on vient faire et donc ils ont beaucoup de mal à pouvoir aller à terre, etc. Alors quand même un jour, Joseph Banks, qui, bon, il a toute l'insouciance de la jeunesse et puis il a son statut de grand aristocrate qui fait qu'il ne voit pas pourquoi il n'irait pas à terre tout seul comme il veut. Et donc il s'en va quand même passer une journée entière à terre. Et pourquoi? Pour aller herboriser, parce qu'évidemment la nature brésilienne est extrêmement intéressante d'un point de vue de la botanique et ça lui est bien égal. Donc il arrive à détourner l'attention des gardes et il va quand même aller passer une journée entière, mais seulement une, ce qui le met lui aussi bien en colère. Et donc, James Cook n'aura pas de mots assez durs dans son journal de bord contre les Espagnols et leur comportement lors de l'escale à Rio de Janeiro. Donc ensuite, il continue jusqu'en Terre de Feu. Là, il va se passer un incident dramatique parce que bien sûr, ils vont aller à terre, en Terre de Feu. Ils partent par beau temps le matin. Seulement, une terrible tempête a lieu pendant la journée. Et du coup, ils vont devoir dormir sur place. Ils ne peuvent même pas retourner sur le bateau la nuit. Donc, ils doivent, avec des moyens de fortune, se protéger d'un froid glacial, parce que là, quand même, on est à des températures polaires. Hein. Donc, ils doivent rester toute la nuit là. Et malheureusement, 2 des serviteurs de Joseph Banks vont décéder, mourir de froid pendant la nuit, là, cette terrible nuit en Terre de Feu. Bon, et après, eh bien, ils continueront le voyage. Donc, il aura la chance de pouvoir doubler le Cap Horn dans des conditions relativement bonnes et très rapidement, ce qui ne sera pas le cas de bien d'autres après lui, parce que si on prend 20 ans plus tard environ, William Bligh, eh bien, pendant 3 semaines, il essaye de passer le Cap Horn, il n'y arrive pas, pourtant c'était un excellent marin. Si on prend Wilson du Duff, un peu plus tard encore, il ne pourra pas passer le Cap Horn non plus et ils devront repartir dans l'autre sens pour arriver jusqu'à Tahiti. Donc, il a la chance de pouvoir passer le Cap Horn dans de bonnes conditions et ensuite de faire 2 mois de navigation supplémentaire pour arriver le 13 avril à Tahiti, qui s'appelle encore l'île du roi George III. Alors, le gros avantage de Cook sur Samuel Wallis, évidemment, c'est que Samuel Wallis, il découvre Tahiti par hasard et il arrive jusqu'en baie de Matavai, vaille que vaille. Il s'échoue même à l'entrée de la baie. Bon, ils arrivent à se déséchouer et après ils vont aller mouiller en baie de Matavai, ils y resteront 1 mois. Le gros avantage de Cook, c'est qu'il connaît déjà la position de la baie de Matavai, bon, à quelques détails près, et donc il va aller direct. Donc quand on regarde la route de Wallis, de Bougainville et de Cook, Cook va passer plus au nord et il va tomber pile sur la baie de Matavai, alors que Wallis et Bougainville, eux, comme ils tâtonnent, ils ne savent pas trop par où passer, bon, ben, ils arrivent par Maitia, ils longent la presqu'île et ils finiront par arriver. Bon, Bougainville s'arrête à Itia, mais Wallis ira jusqu'à la baie de Matavai. Alors voilà la vision du Pacifique en 1768-69. Donc vous voyez un peu, ça c'était une carte utilisée par Bougainville, donc, et donc la boudeuse et l'étoile. Alors donc, vous voyez, bon, ça c'était à peu près bien défini, tout ça, jusque-là. Hein. Au-delà, on ne savait pas ce qu'il y avait. Quelques îles, là, on savait placer l'île de Pâques, les îles Juan Fernandez, donc tout ça, on arrive à Tahiti. Quelques îles dans le Pacifique, mais si vous regardez la Nouvelle-Zélande, ben, c'est très très rudimentaire, puisque le précédent, c'était Abel Tasman qui était passé en 1642. Il avait fait un vague tracé. Et alors, si on regarde l'Australie, bon, ben, c'est toujours Abel Tasman qui en a cartographié donc, la partie occidentale, mais toute la partie orientale et le sud est complètement inconnue. Et la terre de Van Diemen, donc, et la Tasmanie, ben, pas beaucoup non plus. Donc, je vous montre ça pour avoir quand même l'impression de ce que pouvait être ce genre de voyage. C'était vraiment partir dans l'inconnu. Alors peut-être que tout voyage est un voyage vers l'inconnu, certes,
Mais alors là, c'était réellement aller complètement vers l'inconnu. Hein. Donc il faut aussi tenir compte de ces paramètres quand on étudie ces circumnavigations, enfin en tout cas les premières. Donc ils arrivent à Tahiti, les premiers échanges ont lieu, premier troc de vivres frais contre des clous, et la fameuse anecdote de la chèvre de Wallis et de Cook. Alors vous voyez, cette chèvre-là, eh bien, elle est à bord du voyage de... En fait, elle a même fait une autre circumnavigation. Mais bon, elle fait la circumnavigation de Samuel Wallis. Donc, elle est à bord quand ils arrivent à la presqu'île en 1767. Et là, les Tahitiens montent à bord. Là, je parle du voyage de Wallis. Hein. Les Tahitiens montent à bord. Et bon, on commence des échanges, etc. Et à un moment donné, quand ils voient cet animal à bord du bateau sur le pont du Dolphin, ils ont une terrible peur parce qu'en fait, la chèvre, elle vient un peu jouer des cornes sur un des Tahitiens. Ils n'ont jamais vu de chèvre. Tout le monde se jette à l'eau en hurlant. Et voilà, c'est la première rencontre avec une chèvre donc, des Tahitiens donc, de la presqu'île. Alors, après, quand ils vont rentrer en Angleterre, la chèvre est toujours vivante. Et en plus de ça, ils vont la transborder et elle va passer du Dolphin de Wallis sur l'Endeavour de Cook. Et elle repart pour une deuxième circumnavigation. Alors en fait, c'est la mascotte du bord. Alors, elle donne un peu de lait de temps en temps, mais c'est surtout la mascotte du bord. Et il y en a même qui iront jusqu'à écrire la vie de la chèvre qui a fait le tour du monde. En tous les cas, cette chèvre, après son deuxième voyage avec, le premier voyage avec Cook, on va considérer qu'elle en a fait assez pour la nation. Et à ce moment-là, on lui octroiera une paisible retraite dans les jardins de l'observatoire à Greenwich et l'amirauté lui accorde une pension de retraite donc jusqu'à la fin de ses jours. Elle sera nourrie, soignée, dorlotée jusqu'à la fin de ses jours dans les jardins de l'observatoire. Et ça nous montre à quel point les Anglais sont très attentifs à la vie des animaux. Il y a beaucoup de monuments, par exemple à Londres, qui valorisent les exploits des animaux pendant les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième, etc. et l'intérêt porté aux animaux. Donc voilà, cette chèvre eh bien, est honorée et va prendre sa retraite payée par la couronne anglaise. Alors ensuite, les premiers jours à Tahiti se passent bien, ravitaillement en eau, nourriture, réparation du navire, etc. et rétablissement de la santé des équipages. Alors pourquoi là je vous ai mis un massage là? Eh bien c'est parce que Samuel Wallis, quand il arrive, il est très très mal, ils sont tous très mal à bord, très malades, etc., en très très mauvais état. Et la fameuse Poorea, qui est considérée par Wallis comme étant la reine de Tahiti, mais enfin bon, il dira que c'est la reine, mais au final ce sera que la chefesse, chefesse qui a beaucoup de pouvoir aussi, hein, donc de la baie de Matavai et de Papara, etc. Bon bref. Et au bout de 3 semaines, quand Poorea décide de monter à bord, puisque lui n'est toujours pas descendu à terre, Wallis, il est tellement malade, il est criblé de douleur qu'il ne peut même pas quitter son navire. Donc quand Poorea va lui rendre visite à bord du Dolphin, donc là je parle de Wallis, elle observe immédiatement qu'il est malade et quelques autres de ses officiers, et elle lui enjoint l'ordre de descendre à terre le lendemain pour se faire soigner. Et finalement, il lui obéit, il écoute ses conseils, et le lendemain, Wallis descend à terre avec ses officiers qui sont mal en point comme lui, et il y a des hommes qui l'attendent à l'arrivée. On va le porter jusqu'à un grand phare époté de Poorea. Là, elle les fait déshabiller par ses suivantes, et c'est là qu'aura lieu le premier massage polynésien sur des Européens, donc le fameux massage là. Et ça se reproduira 2 ou 3 fois, et ils en diront le plus grand bien, évidemment. Et il dit que ça les aide. Alors c'est peut-être aussi le fait de manger à nouveau des fruits, des légumes
et une bonne nourriture, que leur santé aussi se rétablit, mais très certainement que le massage fait par les 6 suivantes de Poorea y est aussi pour quelque chose. Alors ensuite, les échanges, que ce soit Wallis, Bougainville et Cook, vont établir... Bon, alors pour Wallis, bon, alors ça je le développe amplement dans mon ouvrage, mais bon, pour Wallis, les 48 premières heures ne se passent pas bien. Bon, on explique pourquoi, etc. Mais après, les relations s'établissent tout à fait correctement et tout va bien se passer, les échanges vont avoir lieu. Pour Bougainville, ça se passe bien d'emblée. Et pour Cook aussi, donc de nombreux échanges de vivres, des repas ont lieu. Et là, on observe que les Tahitiens veulent des clous. Alors, les Européens amènent avec eux toute une batterie d'objets, des chapeaux, des foulards, des vêtements, des vestes, des boutons, toutes sortes d'objets. Mais ils observent que, bon, ils sont d'accord pour recevoir ça, de la verroterie, etc., mais ils veulent absolument des clous. Des clous, du métal, des hachettes en fer, etc. Alors bon, il n'y a pas de métal naturellement, disons, dans les îles de Polynésie. Alors, ça reste une question de savoir pourquoi ils veulent absolument des clous. Parce que quand Jacob Roggeveen arrive à l'île de Pâques en 1722, il propose toutes sortes d'objets. Les Pasquans voient les clous sur le bateau et partout, mais ils n'en demandent pas. Et c'est pareil pour les Maoris. Quand Cook arrive pour la première fois, ils ne veulent pas spécialement de clous. Mais en revanche, les Tahitiens qui rencontrent un Européen pour la première fois, c'est-à-dire Wallis, eh bien, eux, ils veulent absolument des clous. Donc on peut en conclure qu'il y a eu des navires qui se sont échoués, mais ça c'est certain, au Tuamotu, que les Tahitiens, les Pomotu, etc., ont dû les désarmer, ont dû faire circuler du métal, et qu'à partir de là, sachant que ces bateaux-là portent du métal, ils en veulent aussi. Et donc ça devient vraiment l'élément de référence des échanges. Donc le troc va se faire sur la base des clous. Donc commerce de compensation, des clous. Alors, Wallis, Bougainville et Cook veulent établir que ce sera des clous contre de la nourriture. L'eau, ils demandent l'autorisation d'aller remplir les barriques d'eau à la rivière et on leur autorise à prendre de l'eau. Et pour la nourriture, à ce moment-là, l'idée c'est d'échanger des clous contre de la nourriture. Sauf qu'avec Wallis, c'est un peu la pagaille au début, parce que les Tahitiens veulent absolument des clous dès qu'ils se sont réconciliés, hein, après les 48 heures un peu chaotiques de l'arrivée, mais dès que les réconciliations ont lieu, les Tahitiens veulent des clous. Mais alors, des clous, ça devient une chasse aux clous énorme, parce que Wallis voulait que ce soit que des clous contre de la nourriture. Mais en fin de compte, ça va être contre des faveurs sexuelles que les clous vont être échangés. Alors, dans le journal de bord, on explique le barème, etc. C'est assez cocasse, on va dire. Bon, enfin, même si c'est pas très plaisant de voir le nombre de clous pour telle ou telle personne, mais enfin bon. Donc voilà. Et ça va jusqu'au point que disons, les matelots du bateau, je vous ai montré tout à l'heure que les hamacs étaient suspendus par des clous. Alors très très vite, ils enlèvent les clous de leur hamac et ils se retrouvent par terre, mais après, ils se mettent à tout démonter sur le bateau. Ils démontent les taquets d'amarrage, ils commencent à tout démonter pour aller justement à terre et échanger contre des relations agréables, on va dire. Et de fait, très vite, ils se mettent à voler dans la réserve du charpentier des clous. Et là, le charpentier alerte Wallis en disant « Attention, là, ça ne va plus du tout, les clous disparaissent, le bateau commence à être démonté, là, il y a vraiment un problème. » Donc, à partir du 15e jour, eh bien, il fait fouiller tous les hommes qui descendent à terre pour qu'ils n'emportent pas de clous et que les clous soient réservés aux échanges de nourriture. Bon, il doit bien y en avoir quelques-uns qui arrivent à circuler malgré tout. Donc, la mission scientifique de James Cook, eh bien, c'est observer le passage de Vénus. Donc, ce petit fort
a été construit sur la plage donc, qui s'appelle maintenant Pointe-Vénus. Et donc, c'était destiné à installer tous les instruments de mesure, dont le télescope, le cadran servant, etc. Tout ça pour le fameux jour du 3 juin où on devait faire l'observation du passage de Vénus. Donc ça, c'est un dessin de Parkinson montrant l'installation, le fort, les pirogues, le paysage derrière, etc. Alors, le passage de Vénus, ça c'est une question intéressante. Donc, le transit de Vénus devant le Soleil se produit donc lors du passage de la planète Vénus, exactement entre la Terre et le Soleil, donc occultant une petite partie du disque solaire. Et donc, pendant le transit, Vénus peut être observée depuis la Terre sous forme d'un petit disque noir se déplaçant devant le Soleil, et la durée dure quelques heures pour observer ce transit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le transit de Vénus de 1769 est le second transit de la planète au XVIIIe siècle, parce que Halley, le fameux Halley de la comète de Halley, avait observé que cette planète Vénus pouvait être observée 2 fois par siècle à une distance de 8 ans. Donc, une première fois, il y a eu l'observation en 1761, qui donne lieu à de nombreuses observations autour du globe afin de pouvoir mesurer avec précision la valeur de l'unité astronomique, que soit la distance de la Terre au Soleil. Mais le problème, c'est qu'en 1761, beaucoup de personnes se sont intéressées à ça, sont parties faire des expéditions dans le monde entier, mais aucune mesure n'a été correctement prise. Soit il y avait des nuages au moment du passage, soit ça a été mal fait, mal pris, les mesures n'étaient pas bonnes, etc. Donc c'est pour ça que la Royal Society veut absolument qu'en 1769, on parvienne à faire de bonnes mesures. C'est pour ça qu'elle va lancer cette expédition, mais ils ne sont pas les seuls, parce que tout autour du monde, des Russes, des Français, etc., vont partir en des points différents pour observer le passage de Vénus. Et après, on doit pouvoir en déduire la distance avec les autres planètes du système solaire. Donc, il y a un certain nombre de savants qui vont partir à travers le monde pour ça. Alors, James Cook. Alors, bon, il y a des tas d'anecdotes très, très cocasses sur cette histoire-là. Il y a par exemple un Français en 1761. Il est parti dans l'océan Indien. Il fait tout pour observer le passage. Il n'y parvient pas. Il se dit qu'il va rester 8 ans dans l'océan Indien en attendant le prochain passage. Donc il va aller à Pondichéry, etc. Bon. Et il fait tout pour l'observation parfaite le 3 juin 1769. Et la catastrophe, il y a des nuages à l'endroit où il est et il ne peut pas l'observer. Alors là, c'est le désespoir, il est au bord du suicide, etc. Bon, finalement, il se remet un peu et il décide de retourner en France. Alors au départ, il avait été envoyé par l'Académie des sciences, c'était un grand savant. Seulement quand il revient en France, là c'est un autre drame qui se présente à lui, parce que comme il a pourtant écrit à sa femme, à l'Académie des sciences, il a envoyé des lettres, comme on le faisait en ce temps-là, sauf qu'aucune ne sont arrivées. Soit des naufrages, soit jamais les lettres ont été distribuées, etc. Résultat, on l'a considéré comme mort. Et entre-temps, sa femme s'est remariée, a vendu ses biens, etc., etc. Et à l'Académie des sciences, on l'a remplacé, et voilà. Donc il arrive exsangue, anéanti par ses 8 ans d'attente et aucun résultat, tout ça pour constater dans un désastre total que finalement il a tout perdu. Donc il va essayer de reconquérir ses biens mais sans succès. En revanche, l'Académie des sciences aura pitié de lui et lui redonnera un poste, lui permettra de loger à l'observatoire et de ne pas être démuni. Finalement, il retrouvera quelqu'un, il se mariera et il finira sa vie dans d'assez bonnes conditions, même s'il n'a pas le rang précédent. Donc vous voyez jusqu'à quel point le transit de Vénus pouvait amener à des situations tout à fait romanesques. Donc, James Cook, l'explorateur et le cartographe du Pacifique, alors ça c'est une des grandes qualités. Alors c'est un grand marin, grand capitaine évidemment, mais grand cartographe aussi. Il va cartographier
toute la Nouvelle-Zélande, la côte orientale de l'Australie, enfin énormément de choses. Toute la carte de Tahiti, c'est lui qui l'a fait avec une très grande précision, donc un immense cartographe. Donc voilà, première cartographie de Tahiti, avec le dessin des baies. Là c'est Aimeo, là-bas c'est Matavai, et là, je ne sais pas trop, bon, enfin, c'est pas assez clair là. Bon. Donc voilà, ça c'est le premier jet, on va dire. Alors maintenant, vous voyez que ça s'appelle carte de l'île au Tahiti. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que Joseph Banks, qui se mêlait beaucoup à la population, eh bien, en discutant, en essayant d'échanger avec les Tahitiens, il apprend le nom de l'île et il entend au Tahiti. Donc, il dit à Cook que désormais, on ne va plus appeler cette île l'île du roi George III, on va lui redonner son nom originel, c'est-à-dire au Tahiti, et finalement, ça va devenir Tahiti. Donc, voilà pourquoi c'est déjà mentionné là en 1769. Alors, voilà la précision avec laquelle il arrive à cartographier l'île de Tahiti, tout à fait extraordinaire. Et ça sera au moment où ils vont faire le tour de l'île. Donc ils vont faire le tour de l'île, James Cook avec Joseph Banks et quelques autres, et il parviendra à ce résultat. Alors, un des paysages dessinés par Sidney Parkinson, bon, il va dessiner énormément et il y aura de très belles vues de Tahiti, mais pas que des vues de paysages, de personnes, de situations. Alors voilà le fameux tour de l'île de Cook. Donc vous voyez, entre le 26 juin et le 1er juillet 1769. Alors ils vont partir de la baie de Matavai, ils vont faire un premier arrêt à Itia, et après ils vont dormir la première nuit du 26 juin là. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils vont rencontrer le chef, et ils vont comprendre que l'année d'avant, il y avait 2 bateaux qui étaient venus là, mais ils ne savent pas trop qui c'est, puisque bon... Et quand même, le chef leur dit qu'un des leurs, donc le neveu apparemment du chef, est parti avec ces gens-là. Alors, curieusement, Joseph Banks écrit dans son journal que c'était 2 bateaux espagnols. Et ça a posé question parce que, en lisant ça, je me dis, mais comment ça, 2 bateaux espagnols, c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'esprit de Banks, eh bien, il a considéré que ça ne pouvait être que des Espagnols qui étaient arrivés là, peut-être par la proximité avec l'Amérique du Sud. Il n'a pas pensé à des Français. Alors peut-être toujours cette espèce de querelle franco-anglaise, mais bon, voilà. Donc à Itia, on leur dit que l'année d'avant, il y a eu 2 bateaux qui sont venus. Eux, ils ne peuvent pas dire si c'était français, espagnol ou autre, mais ils disent qu'un des leurs est parti, et après on comprendra que c'était bien Bougainville. Après, ils continuent le tour de l'île, ils vont dormir là la 2e nuit, ils vont rencontrer le chef Veiatua, il leur arrive plein d'aventures. Après, ils contournent encore, et là, ils dorment là la 3e nuit, à Veirao. Et après, ils continuent encore, et la 4e nuit, ils vont la dormir donc à Papara, avec la fameuse visite du fameux marais de Maiatea, et après ils continueront la nuit d'après, et après ils reviennent. Donc, ils vont quand même faire un travail extraordinaire, parce qu'ils arrivent à délimiter les districts de ce temps-là, à voir qu'il y a 6 grandes coalitions qui dirigent l'île, ils vont rencontrer les chefs, etc. C'était en même temps extrêmement audacieux de s'engager comme ça tout autour de l'île et de partir un peu à l'aventure. Bon, mais c'était des hommes qui avaient un courage extraordinaire et une audace tout à fait inouïe. Mais bon, ils le font, ça marche, et donc ils font le tour de l'île, ils cartographient, etc. Donc après, découverte du premier marais par Wallis. Alors là, en baie de Matavai, ils ont vu ce marais qu'ils ont dessiné, c'est Robertson qui le dessine dans son journal de bord. Donc vous voyez, un marais à degrés, qu'on ne voit plus maintenant, mais voilà. Et là, découverte du marais de Maiatea à Papara, donc celui de Hamo et Puria. Donc là, un marais extraordinaire, d'une taille tout à fait impressionnante. Ils ont mesuré qu'il faisait 13,50 m de haut, ce qui est quand même très très impressionnant.
avec 11 degrés, avec une plateforme, etc. Un travail colossal qui a été fait en un temps très bref, probablement 2 ans. Banks est tout à fait étonné de voir cet ouvrage. Il est vraiment extrêmement stupéfait et il va le décrire, etc. Alors ça, c'est pas un dessin de Parkinson, hein. C'est un dessin de Wilson. Et donc voilà. Alors pourquoi je vous ai mis Stonehenge là? C'est parce que finalement ces Anglais, ils étaient quand même habitués, enfin habitués, on va pas dire habitués, mais ils savaient que ça existait, ce genre d'édifice en pierre. Bon, sauf que ça n'est pas du tout la même chose et que ça n'est pas ressemblant au marais de Maiatea, mais ils savaient qu'il y avait des cultes anciens, donc là dans ce cas-là des cultes celtes et chez les Polynésiens donc d'autres cultes qui faisaient qu'on édifiait des pierres, etc. Et donc voilà. Ensuite, Purea Oberea, donc c'est la chefesse de Apapé, c'est la femme de Lari de Papara Amo, un puissant, très puissant au temps du passage de Wallis. Donc quand Wallis passe, Purea a une énorme, disons, renommée et elle est extrêmement respectée. C'est pour ça que Wallis pense que c'est la reine de l'île et il l'appelle la reine Purea. Mais quand il va rentrer en Angleterre, il dira à Cook que cette femme-là est très puissante, que c'est la reine, etc. Sauf que quand il arrive, Cook, ils ont perdu une bataille importante contre Tutaha et elle a perdu de ses pouvoirs. Mais malgré tout, elle a encore beaucoup d'aura. Donc autant de Wallis, donc elle l'a fait masser par ses suivantes. Et voilà qu'on observe pour la première fois Tupaya. Donc Tupaya, eh bien, va être remarqué pour la première fois en juin 1767 parce qu'il est le confident, peut-être l'ami, peut-être l'amant de Purea. Mais en tous les cas, il l'a su partout. Et lors du passage de Wallis, eh bien, Tupaya est constamment accompagné, enfin, Purea est accompagné de Tupaya, et ils vont même leur faire observer une éclipse de soleil dans un télescope en 1767, ce qui les étonnera beaucoup. Donc après, Purea rendra visite à Cook, mais après sa défaite contre Tutaha, ses pouvoirs sont réduits. Entre-temps, donc, on estime qu'en décembre 1768, après le passage de Bougainville, ils ont perdu une importante bataille. Donc, Amo Purea, le couple grand chef de Papara et aussi de la baie de Matavai, ils ont perdu une bataille importante contre Tutaha. Il paraîtrait que Tupaya leur aurait dit d'agir autrement, ils ne l'auraient pas écouté. Bon, en définitive, ils ont perdu. Mais ça va peut-être aussi engendrer la suite de la vie de Tupaya. Alors voilà, l'énigmatique Tupaya. Alors, dans mon ouvrage, qui n'est pas, je vous le montrerai tout à l'heure, qui n'a pas pour objet d'écrire un énième voyage de Cook, mais plutôt de se poser des questions sur la relation tout à fait improbable entre Cook, Banks et le fameux Tupaya, eh bien voilà, on arrive à Tupaya. Donc la question déjà, qui est Tupaya? Bon, on ne sait pas trop. Parce que d'un point de vue historique, eh bien, on ne voit apparaître Tupaya qu'en juin 1767 et on le revoit en mai 1769. Et après, on va connaître une partie de sa vie jusqu'en décembre 1770 ou novembre et jusqu'à sa mort. Donc, qui est Tupaya? On ne sait pas tout ce qui s'est passé avant dans sa vie. En fait, on ne va connaître qu'1 an et demi avec une relative certitude de la vie de Tupaya. Bon, alors, quel est son nom? Les noms polynésiens étant très longs, on ne peut pas supposer, on ne peut pas considérer que Tupaya, c'est le vrai nom du personnage. Donc Tupaya, c'était peut-être un surnom ou une partie de son nom, mais en tous les cas, pas son nom dans sa totalité. Après, un nouveau nom est apparu récemment. Bon, alors là, il peut en éclore tous les jours des nouveaux noms.
Donc voilà, un nouveau nom qui serait Parua, mais auquel je n'accorde aucun intérêt, puisque voilà, c'est facile de faire parler la tradition orale 250 ans plus tard, quand jamais personne, au niveau des témoins oculaires, n'a entendu prononcer et auditif, n'a entendu prononcer ce nom, et que là, subitement, ce nom-là surgirait 250 ans plus tard. Bon. Après, d'où vient Tupaya? Alors là aussi, bon, on suppose qu'il est originaire des îles sous le vent, mais de quelle île exactement, on n'en est pas tout à fait sûr. Bon, probablement Raiatea, mais ce n'est pas absolument certain. Alors, tout est problématique parce que d'un point de vue historique, il faut qu'on ait des documents, quand même quelques certitudes, et là, d'un point de vue historique, eh bien, on n'a rien de bien tangible. Bon, en tout cas, probablement les îles sous le vent. Après, est-il un Taua, un Arioi, un Arii, autre chose? On ne le sait pas avec certitude. Alors, c'est sûr qu'il y a eu le livre de Johan Druet, la néo-zélandaise, qui a écrit Tupaya, le pilote polynésien du capitaine Cook, qui a quand même beaucoup romancé la vie de Tupaya, et de fait, elle lui a accordé toutes sortes de privilèges, toutes sortes de valeurs, etc. Bon, c'est possible qu'il ait été un Taua, qu'il ait été le ou un grand Taua de Taputapuatea, bon, ça reste à prouver. Bon, on n'est sûr de rien là-dessus. Alors peut-être un Arioi, parce que les Arioi avaient de grandes connaissances en matière de navigation, de beaucoup. Bon, on ne sait pas à quel rang des Arioi ils pouvaient être, mais peut-être un Arioi avec ce côté à pouvoir changer d'île, à pouvoir être peut-être assez autonome, à vouloir s'embarquer sur ce bateau aussi, parce que franchement, pourquoi il s'embarque? Ça, c'est encore une grande question. Alors, pourquoi part-il avec... Bon, alors un Ari, certainement, il avait un certain rang, mais on ne sait pas vraiment lequel. Alors, pourquoi part-il avec les Anglais? Alors, probablement que s'il a fui les îles sous le vent, comme on pense que c'est le cas, quand Puni, le roi de Bora Bora, a attaqué les îles sous le vent, et particulièrement Raiatea, on suppose qu'il aurait fui. Alors certains disent qu'il aurait amené l'effigie du dieu Oro jusqu'à Papara pour la confier à Amo et Purea. Bon, tout cela, on n'en est pas absolument certain, mais en tous les cas, il aurait dû, semble-t-il, fuir les îles sous le vent parce qu'elles avaient été envahies par Puni de Bora Bora. Donc, un premier départ, puis après, il reprend un certain rang social en étant le confident de Amo et Purea, donc de Papara, qui étaient les grands chefs. Et là, voilà que ces deux-là perdent la bataille de 1768 et perdent beaucoup de leur pouvoir. Donc là, la situation devient de plus en plus, disons, déplaisante pour Tupaya, parce que, ayant été le conseiller de Amo et Purea, et ayant perdu, il est quand même un peu, en quelque sorte, dans le collimateur de Tutaha, qui peut-être le menace. Donc c'est peut-être pour ça qu'il veut s'embarquer avec les Anglais pour aller voir ailleurs, pour changer d'air et puis pour prendre un peu le large finalement. Alors quelles sont ses intentions? C'est bien difficile de le dire actuellement puisqu'il n'a rien écrit, donc on ne peut se baser que sur ceux qu'ont écrit Cook, Banks et quelques autres pour un peu estimer quelles étaient ses intentions. Pourquoi n'a-t-on aucun portrait de lui? Alors ça c'est très mystérieux. Soit ils ont été perdus, soit il n'a jamais voulu se faire peindre, mais c'est très curieux parce que d'autres l'ont fait. À bord, il y avait un dessinateur de grand talent, Sidney Parkinson. Il aurait pu à tout moment obtenir son portrait et il n'y a aucun portrait de lui. Bon, et enfin, pourquoi a-t-on retrouvé ces dessins si tardivement? Alors ça s'explique peut-être parce que des cartons de Banks avaient été un peu mis de côté et il semblerait que donc dans les années 90, 1990, on a remis à jour des carnets de Joseph Banks dans lesquels on a retrouvé les fameux dessins de Tupaya. Donc Tupaya donc, serait originaire de Raiatea, mais on ne nie pas qu'il est détenteur de grands savoirs. Mais on ne sait pas s'il est Taua, s'il est Arioi, etc.
Tupaya a déjà rencontré Wallis en 1767, donc comme je l'ai signalé, en compagnie de Purrea. Il a certainement l'intention de suivre les Anglais, parce qu'il a déjà rencontré les Anglais donc en 1767, et là il veut s'embarquer avec eux en 1769. Donc Joseph Banks va intercéder en sa faveur auprès de Cook afin qu'il accepte de l'embarquer sur l'Endeavour avec son serviteur Tayata, parce que non seulement il veut partir lui, mais il veut emmener aussi son serviteur. Donc, étant donné qu'il a montré des talents divers, et que Cook écrira dans son journal de bord le 13 juillet, jour du départ, quand il embarque Tupaya, il écrira que de tous les Polynésiens, enfin tous les Tahitiens qu'ils ont rencontrés pendant l'escale de 3 mois, et ils en ont quand même rencontré beaucoup, c'est celui qui avait le plus de connaissances, celui qui était le plus instruit et qui connaissait le mieux les coutumes et qui avait beaucoup de talent. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'embarque. Mais en fait, c'est parce que Joseph Banks veut... Alors, là aussi, une relation tout à fait improbable s'établit. Alors, Cook et Banks s'entendent très bien. Ils ont quand même 20 ans de différence à peu près, puisque alors que Banks a 23-24 ans, Cook a la quarantaine déjà. Bon. Et Tupaya a 40 ans aussi environ. Autour de 40 ans, on ne sait pas exactement, mais il a aussi la quarantaine. Donc Tupaya et Cook ont le même âge, et Banks, lui, est beaucoup plus jeune, pour être leur fils finalement. Et finalement, Cook s'entend bien avec Banks, et Banks s'entend bien avec Tupaya. Et cette relation, disons, triangulaire va faire en sorte que finalement, quand Tupaya demande à Banks de partir sur le bateau, il fait tout pour obtenir l'embarquement, alors que Cook n'est pas du tout favorable. Alors il n'est pas favorable parce qu'il se dit que ça va être compliqué d'emmener un Ilien qui a toujours vécu dans ces îles sur ce genre de bateau qui est surpeuplé, où il y a très peu de place, où les conditions de navigation sont très dures et qu'ensuite la santé des équipages est considérablement compromise. Ça, tout ça, il le sait, Cook. Et il se dit que cet homme-là qui vit dans un pays où il a tout, y compris les prérogatives et une certaine aura et du respect, se dit que monter sur ce bateau-là, c'est pas forcément sa place. Mais finalement, Tupaya insiste et bon, comme Banks, on ne peut rien refuser à M. Banks parce que c'est le mécène de l'expédition et qu'il a tout pouvoir, eh bien, on accepte Tupaya et son serviteur. Malheureusement, les deux mourront à Batavia, mais je vais en reparler un peu plus loin. Donc, une rencontre tout à fait improbable donc, entre un capitaine de la Royal Navy, mais humble, un homme issu vraiment du peuple, un jeune aristocrate botaniste et un Polynésien. Donc, Cook et Banks se rencontrent lors des préparatifs de l'expédition, et eux vont rencontrer Tupaya à l'escale de Tahiti en 1769. Donc une rencontre tout à fait improbable, inattendue, mais qui va avoir lieu. Alors le très puissant Joseph Banks intercède beaucoup pour obtenir cela. Ce qu'il faut retenir de lui, donc comme je l'avais dit, c'est un jeune homme intelligent, curieux, très riche, mais à l'aise avec tout le monde. Il est aussi bien à l'aise avec le roi George III, avec qui il discourt dans les jardins du château de Windsor, comme il est parfaitement à l'aise avec tous les Tahitiens qu'il va rencontrer. Il se mélange à la population. Il participe même à une cérémonie funéraire à Tahiti. Il apprend la langue, il veut tout savoir, il veut comprendre ce qui se passe, etc. Donc, il assiste à une séance de tatouage aussi. Donc, c'est un homme qui se mélange beaucoup à la population, qui est très cordial et qu'on va beaucoup aimer. Parce que quand Cook reviendra en 1773, c'est-à-dire 4 ans plus tard, eh bien, quand il descend à terre, on lui demande tout de suite des nouvelles de M. Banks. Et tout au long de l'escale, on lui demandera sans arrêt des nouvelles de M. Banks, parce qu'il n'est pas à bord, et on lui parle tout le temps de M. Banks. Donc, M. Banks a laissé une empreinte très positive et il a été très apprécié.
Donc, une alliance de divers intérêts, à la demande de Tupaia, Banks intercède, comme je l'ai dit. Cook n'est a priori pas favorable, mais accepte. Tupaia guide le navire aux îles sous le vent. Ça, c'est sûr qu'il a guidé le navire aux îles sous le vent, puisqu'il connaissait les îles sous le vent. Il va favoriser, la fin du parcours en Polynésie. Et ensuite, il va accepter de réaliser la fameuse carte. Et donc, en Nouvelle-Zélande, il sera extrêmement utile à l'expédition pour ses capacités d'interprète et ses talents de communication. Donc, c'est un personnage très intéressant que Tupaia. Alors, il est vrai que maintenant, on veut récupérer Tupaia au niveau de la navigation ancestrale, au niveau de les grands talents de navigateurs, les navigations aux étoiles, etc. Bon, on ne dit pas qu'il ne sait pas, bien entendu, il sait, mais seulement le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu diriger une pirogue à travers les océans, on ne l'a pas vu faire tout ça. En revanche, il est vrai que pendant les traversées, à tout moment, il peut dire où se situe l'azimut de Tahiti. Et à ce moment-là, les officiers de navigation vont faire les calculs et ils reviennent une demi-heure, une heure après en disant oui, c'était bien ça. Donc à tout moment, il dit où est l'azimut de Tahiti, il se repère aux étoiles, etc. Donc il a de grandes qualités, de grands talents, beaucoup de connaissances. Maintenant, de dire tout ce qu'il a fait par le passé, on ne peut pas le faire. Donc, en Nouvelle-Zélande, il sera extrêmement utile. Alors, au départ de Tahiti, donc, le 13 juillet, ils s'en vont, ils passent devant Tetiaroa. Après, ils relâchent à Wainé, puis Raiatea, Taha, etc. Plusieurs tours, ils s'approchent de Bora Bora, etc. Et après, ils partent vers le sud. D'abord, ils vont s'arrêter ensuite. Alors, pendant les 3 semaines à Raiatea, donc en juillet 1769, ils vont visiter. Tupaia va les guider en toutes circonstances. Il sera un très bon guide. Et après, ils partent vers Rurutu. Ils ne s'y arrêtent pas parce que la mer est mauvaise et que les habitants sont hostiles. Et après, ils s'en vont vers le sud. Alors, ils s'en vont vers le sud, pourquoi? Eh bien, parce qu'il doit trouver la Terra Australis Incognita. C'est la deuxième partie de sa mission. Alors, Tupaia aurait dit qu'il ne fallait pas passer par là, mais lui, il y va parce que c'est sa mission. Donc, pendant 3 semaines, il va se trouver dans les 40e rugissants, donc entre les parallèles 39, 42, etc. Ne trouvant pas la Terra Australis Incognita, il remet le cap vers la Nouvelle-Zélande pour ensuite atteindre la Nouvelle-Zélande au mois d'octobre. Donc ça, c'est quelques dessins de Parkinson à Raiatea en 1769. D'autres, donc voilà, les pirogues aux îles sous le vent. Et la fameuse carte tracée par Tupaia. Alors là, ça, c'est encore quelque chose d'une grande complexité. Ça fait des années que les savants essayent de comprendre, etc. Bon, il semblerait qu'il ait placé un grand nombre d'îles entre 75 et 85 environ, sauf que le problème, c'est qu'il a à peu près tout mis, mais pas au bon endroit, entre guillemets, que Cook attendait finalement. Parce que lui, il ne se base pas sur les points cardinaux comme le font les Européens, il a un autre système. Donc, il va placer par exemple... Alors bon, ça c'est une autre carte. Alors là, quand même, il faut bien noter que Cook ne s'est pas approprié, comme certains l'ont dit, les travaux de Tupaia et la carte de Tupaia. Il a bien stipulé donc qu'elle a été faite d'après The Accounts of Tupaia. Donc ça, c'est la carte. Alors, c'est une carte à plusieurs mains qui est réalisée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce personnage ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Lui, il a sa vision du monde qui est une vision mentale. Et on va lui demander de mettre ça sur du papier, sur une surface plane. Donc on peut imaginer la complexité de l'exercice que lui demande Cook, mais il a déjà vu ces Anglais, parce que pendant tout le tour de l'île qu'ils ont fait ensemble, il a vu que sans arrêt Cook mesurait, cartographiait, dessinait, toujours sur du papier, des cartons à dessin, etc.
il voit Parkinson qui dessine sans arrêt, il voit Banks qui est en train sans arrêt de récupérer des plantes, de les coller sur des feuilles, etc. Donc il voit que ces gens-là, eux, ils travaillent avec de l'encre, avec du papier, avec des livres, avec des cahiers, avec des surfaces planes. Et ça l'intéresse. Et quand Cook lui demande de tracer sa carte du Pacifique, eh bien, il se soumet à l'exercice. Et c'est en ça qu'on peut considérer que James Cook a accordé un grand respect à Tupaia, parce qu'en lui demandant de tracer une carte, enfin en disant sa carte du Pacifique, il l'a mis à son rang. Parce que s'il l'avait déconsidéré, il l'aurait laissé dans un coin sur le bateau, en se disant, bon, Banks a voulu que je l'emmène, ok, je l'ai emmené, mais après, terminé. Il ne lui aurait plus jamais adressé la parole et il serait resté dans son coin sur le bateau. Donc, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque dès le départ, on peut supposer de Rurutu, enfin, ils ne s'arrêtent pas, mais ils sont à proximité, et bien, pendant tout le mois de traversée, même plus d'un mois, eh bien, Cook lui demande de faire une carte et Tupaia s'y exerce. Donc il va la faire à sa manière. Mais malgré tout, ça signifie que Cook, qui est un très grand cartographe et qui met la cartographie au-dessus, enfin, pour lui la cartographie c'est une passion. Donc étant donné qu'il fait partager sa passion à Tupaia et qu'il lui demande d'en faire autant, eh bien ça montre quand même à quel point il pouvait, enfin on peut considérer qu'il l'honorait en lui demandant de faire quelque chose qui était du même rang que lui, d'autant qu'en étant constamment à la table à cartes, il était dans le, disons, dans le sanctuaire du navire, il était avec les décideurs, avec les officiers, il n'était pas relégué au fin fond des hamacs où on ne pouvait même pas se tenir droit. Hein. Donc, voilà. Enfin, je tenais à le dire parce que certains se plaisent à dire que Cook a méprisé Tupaia, qu'il a profité de lui, qu'il a utilisé sa carte, etc. etc. Je pense tout à fait le contraire. Donc, Avatea, le centre, le midi. Alors, il semblerait, d'après des travaux de certains chercheurs, qu'il plaçait toujours Avatea au centre des cartes. Alors, Avatea, pour lui, c'était le centre, le midi, semble-t-il, et donc le point de départ. Parce que comme lui, il avait une vision des voyages en pirogue transocéanique qui était une vision mentale, eh bien, il mettait toujours le point de départ au milieu de la carte. Alors, ensuite, il y a voilà, on peut considérer que c'était quand même une complexe vision du monde pour les Européens. Parce que les Européens, ils plaçaient, selon les projections Mercator, etc., avec les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, et ils mesuraient des distances. Alors qu'il semblerait que Tupaia, lui, plaçait les îles, mais pas selon les distances réelles, mais il plaçait les îles en fonction du temps de déplacement. C'est-à-dire que, par exemple, là, on suppose que c'est... Oui, alors attendez, je vais vous montrer laquelle, celle-là. Oui, bon, ça c'était une île donc des Marquises. Alors, vous voyez, c'est un peu compliqué parce que bon, voilà, là il met Tahiti. Après, là, on va mettre Uapu, Nukuiva, Ivaoa. Et là-haut, on met Oahu. Donc, on peut supposer que en partant d'une île des Marquises, que ce soit Nukuiva ou bon, en partant d'une île des Marquises avec du vent de sud-est, donc au vent portant, on arrivait à Oahu, voilà, et lui il le trace en diagonale parce que c'est comme ça qu'on y va finalement. Ils font du sud-ouest, non, du sud-est nord-ouest, et ils arrivent à Oahu. Alors que nous, on verrait Oahu donc au nord forcément des Marquises. Mais là, c'est un peu embêtant qu'on ait Tahiti. Mais comme Avatea, c'est le point de départ, si on considère qu'il part de Tahiti ou des îles sous le vent, enfin bon, des îles de la société, il met ça au milieu. Et après ça, à partir de ce point de départ, il trace des routes. En fin de compte, il va placer les îles en fonction des routes de la navigation effectuée en pirogue.
Bon, enfin, c'est apparemment ce qu'on peut comprendre. C'est pour ça que dire que Cook a utilisé la carte de Tupaya, déjà, il n'a pas trop compris, il n'a même pas compris grand-chose pendant un bon moment. Il faut le deuxième et le troisième avec les frères, les Foster, pour y voir un peu plus clair. Et bon, c'est pour ça que c'est pas très limpide, hein, et même là, au XXIe siècle, c'est encore assez compliqué de comprendre quelque chose. Mais enfin, il semblerait que ce soit peut-être ça l'explication. Donc, le voyage de Tupaya, il embarque à bord de l'Endeavour. Donc, je vous laisse lire, je vais boire un peu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il embarque avec Tayata, son jeune serviteur. Il va montrer ses talents de navigation et il montrera sa vision du monde à travers la carte. En Nouvelle-Zélande, il est d'un grand secours à Cook parce que quand ils vont arriver le 9 octobre, Cook débarque une première fois avec Banks et quelques hommes et là ça se passe mal. Il y a des tirs de fusil, des jets de pierre, etc. Bon bref, ça c'est assez classique. Et il y a quelques morts malheureusement et ils repartent à bord. Bon. Mais comme Cook est opiniâtre et très, très déterminé, il se dit non, on ne va pas en rester là. L'après-midi, il retourne à terre avec toujours Cook, Banks, quelques autres, mais ce coup-là, on emmène Tupaya. Et en emmenant Tupaya, quand même, les choses vont aller beaucoup mieux parce que Tupaya leur parle. Mais bon, c'était peut-être comme ça, il se lance, hein, et il parle aux Maoris. Et là, heureuse surprise, écrit Cook dans son journal de bord, eh bien, ils le comprennent. Et là, ça va tout changer parce que, quand même, le fait qu'ils aient à leur bord un homme qui parle leur langue, c'est quand même pas rien. Alors, certains penseront que c'est même lui qui conduisait le bateau, etc. Bon, ça, il n'en est rien. Mais voilà, après, il y a toute une imagerie qui s'est faite en Nouvelle-Zélande autour de la venue de Tupaya et qui est amplifiée là au cours de l'année 2019 et particulièrement à Gisborne. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, en tout état de cause, le fait que Tupaya arrive à parler aux Maoris, ça va beaucoup arranger les choses parce que ça va permettre de pouvoir débarquer, de refaire des vivres, d'éviter les conflits. Il va jauger les situations. Dans certains cas, Tupaya, au début, il voit que ça se passe bien, et puis à un moment donné, il voit que tout change parce que l'ambiance est constamment électrique malgré tout. Hein. C'est pas l'arrivée à Tahiti où on danse, on met les colliers de fleurs, on donne la nourriture et tout ça. Ah, non, non, là c'est quand même très très tendu toujours. Et dans certains cas, ça va bien au début, puis après Tupaya voit que ça commence à mal tourner, et hop, il dit, allez hop, il faut vite repartir, il faut s'en aller, et très vite les jets de pierre commencent à pleuvoir, etc. Malgré la présence de Tupaya. Donc il va être d'un grand secours aux Anglais. Quand il leur dit attention, il faut partir, bon allez hop, tout le monde s'en va. Donc il va beaucoup aider. Et partout, et alors comme ils vont cartographier les 2 îles de Nouvelle-Zélande, ils vont rester 4 mois, donc ils restent longtemps. Il y a certains endroits en Nouvelle-Zélande où ça va bien se passer, il y a d'autres endroits où ça se passe mal. Donc on ne peut pas dire non plus que parce qu'il y a Tupaya, tout est réglé et toute l'escale en Nouvelle-Zélande est parfaite. Dans certaines baies, on l'accueille bien et il y a des discussions, ils vont jusqu'à discuter de leurs coutumes, du cannibalisme des Maoris, etc. Et Tupaya essaye de leur demander pourquoi et il leur dit qu'il ne faudrait pas faire ça, etc. Bon bref, il y a des tas de discussions qui sont mises en place. Et puis il y a d'autres endroits où on leur interdit même de s'approcher de la baie. Donc il y a un cas particulièrement où le 26 octobre, ils arrivent sous voile à proximité d'une baie, les pirogues arrivent les menaçant en leur interdisant l'accès, Tupaya rentre en discussion avec eux et ils ne veulent rien savoir, ils leur disent si vous descendez à terre, on vous tue, on vous mange. Donc là, bon,
finalement, ils se disent qu'ils vont aller plus loin et ils s'en vont ailleurs. Donc, selon les endroits, tout ne va pas si bien que ça, finalement, mais malgré tout, la présence de Tupaya va être extrêmement utile. Alors, le jeune Tayata ou Tayeto, selon les écritures, eh bien, c'est le serviteur de Tupaya. Bon, ça aussi, c'est assez troublant. C'est un jeune garçon qui a environ 12 ou 13 ans et qui est le serviteur de Tupaya qui a entre 40 et 45 ans. Bon, donc, voilà ce jeune homme, ce jeune garçon, et il est peint donc par Sidney Parkinson en train de jouer de la flûte nasale. Ensuite, les fameux dessins de Tupaya, eh bien, en voilà certains. Alors, ces dessins, ils ont été expertisés par le British Museum, qui a considéré qu'on pouvait les attribuer à Tupaya, mais qu'ils étaient anonymes malgré tout. Donc, ce sont des dessins anonymes, mais que les experts du British Museum ont attribués à Tupaya. Donc voilà, des dessins de paysages de Tahiti, là, avec un grand faré, des pirogues. Ensuite, ce fameux dessin du deuilleur, le fameux costume du deuilleur, avec la jeune fille à côté, avec une tenue qui ressemble beaucoup à celle qui avait été dessinée aussi, qu'on représente, enfin, les danseuses tahitiennes, etc., de ce temps-là. Après, on a celui-là qui est très connu aussi, donc là, ça serait Monsieur Banks, et là, ça serait un Maori lors d'un échange. Alors, il y a un échange avec un clou dans une main, un mouchoir brodé, semble-t-il, ou une étoffe brodée de l'autre, et la fameuse langouste là qui est échangée. Mais il dit qu'il se méfie parce qu'il ne veut pas lâcher son clou ni son mouchoir tant qu'il n'a pas la langouste. Parce que dans tout le journal de bord, on voit ça revenir. C'est-à-dire que les échanges ne sont pas tout à fait très honnêtes parce qu'on leur donne quelque chose, ils le ramassent et hop, ils s'en vont. Et ce n'est pas que le cas en Nouvelle-Zélande. À Tahiti, il y avait ça aussi. Mais pas toujours, alors qu'en Nouvelle-Zélande, assez fréquemment. Alors, la cartographie de la Nouvelle-Zélande, avec une très grande précision, donc ce sont des cartes qui vont être en vigueur jusqu'au milieu du XXe siècle, donc une très grande précision de la cartographie de James Cook en Nouvelle-Zélande, un travail extrêmement soigné, mais qui est donc en partie dû à la présence de Tupaya qui permet de s'approcher beaucoup des côtes et de pouvoir négocier avec les habitants, enfin pas dans tous les cas, mais quand même. Et donc, ça va simplifier son travail de cartographie. Alors après, des dessins de Sidney Parkinson, donc de Aotearoa, et dessins de Maori, donc une pirogue de guerre, une tenue de guerrier maori, donc des dessins de Sidney Parkinson, ce magnifique visage tatoué, donc aussi attribué, enfin qui est de Sidney Parkinson. Ensuite, la vue de Poverty Bay, où maintenant on a érigé depuis quelques années une statue, donc, parce que c'est là que Cook est arrivé en premier en venant de Polynésie. Et voilà, alors Poverty Bay, c'est près de Gisborne, où là justement il y aura des commémorations au mois d'octobre, donc de l'arrivée. Alors, généralement, à Gisborne, on célèbre l'arrivée de Tupaya. Voilà, on ne célèbre pas l'arrivée de Cook, celle de Tupaya. Bon, de mon point de vue, je pense que tout est lié, puisque Tupaya n'est pas arrivé comme ça sur un nuage, un tapis volant, il est bien arrivé sur le bateau de Cook. Et c'était quand même Cook qui était aux commandes, et c'était Cook qui a bien voulu l'embarquer. Donc au final, ils se sont entraidés les uns les autres, parce que Tupaya a rendu de sérieux services à Cook lors de l'expédition donc en Nouvelle-Zélande, mais Cook a accepté aussi sa présence. Donc de dire que c'est Tupaya qui arrive et de ne pas faire mention des autres est un peu réducteur.
Alors, toujours la fameuse carte que le fameux James Cook va compléter, donc il va rajouter la fin de la carte. Alors, après la Nouvelle-Zélande, ils devaient aller sur la terre de Van Diemen, donc en Tasmanie. Finalement, ils n'y vont pas et ils vont arriver à Botany Bay. Donc, et après, ils vont cartographier, enfin, il va cartographier toute la partie manquante, on va dire, de ce qu'on appelait la Nouvelle-Hollande, qui est, qui est l'Australie, maintenant. Alors, des dessins encore de Sidney Parkinson en Australie, représentant donc des aborigènes, enfin, un aborigène, là, et un animal tout à fait inattendu, donc un kangourou qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Ensuite, l'échouage de l'Endeavour sur la grande barrière de corail, où là le navire a failli être perdu corps et biens, mais finalement ils arrivent à le sauver. Et ensuite, pendant un mois environ, il va falloir donc le réparer. Les aborigènes prêts au combat. Alors, ça c'est encore un dessin de Sidney Parkinson, qui est finalement très intéressant quand on l'observe, parce que on voit que ces dessinateurs du XVIIIe siècle étaient extrêmement marqués par la culture gréco-romaine, et au final, on dirait presque des guerriers grecs. La façon dont, déjà, comment ils sont positionnés, et avec... Bon, c'est intéressant de voir que ce sont des hommes du XVIIIe siècle avec leur culture qui vont peindre des hommes du XVIIIe siècle aussi, mais qui n'ont pas la même culture. Et donc il y a une espèce de mélange, alors avec les tatouages, avec le visage quand même qui est celui d'aborigène, mais avec des éléments dans le dessin qui rappellent donc leur culture gréco-romaine. Et on arrive à Batavia, la funeste escale. Donc à Batavia, ils vont arriver en octobre 1770. La première semaine se passe très bien, Tupaia est enchanté. Pour la première fois, ils découvrent une ville. Ils vont aller circuler dans cette ville. Ils vont acheter des choses. Ils sont enchantés avec Banks, ils se promènent dans les rues, etc. Il y a même un habitant de Batavia qui les interpelle et qui demande à M. Banks et à Tupaia s'il n'a pas un membre de sa famille qui serait passé quelque temps plus tôt à Batavia. Et finalement, en faisant des recoupements, il s'agit de Aotoru, qui était parti avec Bougainville, qui a fait escale à Batavia. Eh bien, il y a un habitant de Batavia qui reconnaît en quelque sorte Tupaia par rapport au fait que c'est un habitant de Tahiti ou au moins des îles sous le vent. Et il demande si ce n'est pas un membre de sa famille, et on comprendra par la suite que c'était Aotoru, enfin c'était de lui dont il parlait. Bon, ensuite, la deuxième semaine, tout commence à se dégrader, tout le monde tombe malade, aussi bien les scientifiques que les hommes d'équipage, tout le monde. La santé du jeune serviteur Tayata va très vite se dégrader. Tupaia, lui aussi, tombe malade. Il dit qu'il étouffe, qu'il ne peut plus respirer. Du coup, il demande à M. Banks de l'emmener quelque part où il pourra mieux respirer. Banks va l'emmener Banks va l'emmener dans une petite île à proximité qui s'appelle l'île de Kuiper. Et là, il va un peu mieux, il peut mieux respirer. L'île est plus ventilée que la température insalubre de Batavia. Mais malheureusement, Tayata va mourir, on pense, autour du 11 novembre 1770. Tupaia est brisé, il est anéanti par la mort de Tayata et il mourra ou quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard. Donc on pense qu'il meurt entre novembre et décembre 1770, ils seront enterrés là-bas et c'est la fin donc de Tupaia et de Tayata là-bas. Mais beaucoup de monde va mourir à Batavia. On estime que 40% de équipages et scientifiques confondus vont mourir lors de l'escale à Batavia ou après, de fièvre, typhoïde, de paludisme, etc. etc. Et beaucoup vont mourir malheureusement et ils reviendront avec un équipage considérablement diminué. Après, ils traversent l'océan Indien
Il s'arrête au Cap de Bonne-Espérance et après il remonte vers l'Angleterre. Jakarta. Actuellement, c'est Jakarta en Indonésie. Donc voilà les 3 voyages de James Cook dans le Pacifique. Donc le voyage rouge, donc c'est le premier. Bon, c'est celui dont on vient de parler. C'est presque en quelque sorte le plus facile, on va dire. Enfin, toute proportion gardée quand même. Hein. Mais le deuxième, qui est le voyage vert, alors là, le voyage vert est un voyage tout à fait incroyable. Il va passer plusieurs fois les 3 caps. Il va découvrir l'Antarctique, il va aller venir à des températures polaires tout à fait terribles. Et le dernier voyage, c'est le bleu. Et voilà, il repart vers à nouveau la terre de Van Diemen, là. Mais là, il part pour découvrir le passage du nord-ouest. Et donc, c'est en allant vers le nord-ouest, enfin vers le nord, que là, il va découvrir une première fois. Bon, il découvre Hawaï, les îles Hawaï. Tout se passe bien lors de la première escale. Ils s'en vont. Malheureusement, il y a le mât de misaine qui se rompt. Il se dit que comme ils ont été bien accueillis, ils reviennent pour réparer. Manque de chance, tout va mal à ce moment-là. Et ça va aller si mal que le 14 février 1779, eh bien, il mourra sur l'île de Hawaï, il sera tué par les Hawaïens, il sera même mangé en partie, et quelques jours plus tard, on ramènera quelques morceaux de son corps, enfin, les Hawaïens rendront quelques morceaux de son corps, et voilà. Mais bon, après tout, il a eu la mort d'un explorateur, finalement. Enfin. Alors, 3 noms différents pour Tahiti. En 1767, c'est l'île du roi George III. En 68, Bougainville l'appelle la Nouvelle Citerre. Et en 1769, ce sera Haut-Tahiti. Alors, après, eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus, un premier ouvrage que j'ai réalisé, Wallis découvre Tahiti, à partir du journal de bord de Wallis et de Robertson, pour essayer de comprendre comment étaient les Tahitiens au moment de la première rencontre. Parce que ça, c'est intéressant de savoir comment ils étaient, comment ils se sont comportés et quelles ont été les relations lors de la première rencontre. Après, j'en ai fait un autre en 2018 pour les 250 ans de l'arrivée de Bougainville à Itia, où là, il montre carrément un autre visage de Tahiti. Il rencontre d'autres gens, il est à Itia, les choses ne se passent pas de la même façon, et il raconte une autre histoire. Et puis, celui de cette année, donc, pour les 250 ans, Cook, Banks et Tupaya, où je développe plutôt la relation entre ces 3 hommes et ce qu'ils se sont apportés les uns aux autres. Et puis, un petit ouvrage, alors là, en couleur, qui résume Wallis, Bougainville, Cook. Voilà, c'est pour le lecteur pressé qui veut juste avoir une idée de comment ça s'est passé, mais ça peut aussi intéresser des élèves ou des gens un peu pressés ou des touristes qui n'ont pas beaucoup de place dans leur bagage. Voilà. Eh bien, 3 explorateurs. Donc voilà, Wallis en 1767, Bougainville en 68, Cook en 69. Je vous remercie de votre attention.